Commun. Donc en 2014, dans le cadre d'un cours de paysage ici avec les étudiants de l'OCI Bruxelles, on s'est intéressé à cette question des terrils de Charleroi, donc qui sont en réalité ces résidus issus de l'extraction minière et qui fabriquent des espèces d'énormes tas de déchets et qui jalonnent toute la ville de Charleroi. Donc des espèces de grandes montagnes artificielles qui peuvent parfois faire une centaine de mètres de haut. Et on a découvert ces lieux-là et d'abord on s'est simplement laissé fasciner par ces lieux-là qui sont effectivement très très beaux parce que de là en haut on a des vues sur ce paysage industriel qui sont fascinantes. On a découvert toutes les personnes qui s'intéressent à ces lieux-là, qui essaient de les reconquérir, tous les types d'activités, d'initiatives qui se développent autour de ces terrils. Et puis aussi une fascination pour, depuis la fin des activités industrielles, la reconquête par la nature de tous ces espaces où aujourd'hui on trouve effectivement des écosystèmes extrêmement riches, extrêmement diversifiés. Donc au départ, il y avait simplement la fascination pour ces lieux et puis l'envie d'agir sur ce lieu-là, de voir comment est-ce qu'on peut les développer, comment est-ce qu'on peut les valoriser. Et assez vite, au cours des réflexions, on a arrivé à constater une sorte de difficulté ou d'impasse, on pourrait dire. C'est que d'un côté, on avait des citoyens, des habitants, des associations qui essayaient de monter des initiatives très très pertinentes et très très fortes, mais forcément avec des moyens limités et qui n'avaient qu'une action locale et qui n'arrivaient pas à avoir un impact à l'échelle de l'ensemble de cette chaîne de terrils. Il y en a plus d'une centaine à Charleroi. Et inversement, il y a des pouvoirs publics qui sont aussi bien en mal d'arriver à gérer ce patrimoine parce qu'ils n'en ont pas la maîtrise foncière, parce que rien que gérer ces écosystèmes, c'est déjà un coût, qu'il y a toute une série de difficultés qui se passent au pied des terrils en termes parfois de violence, en termes de gestion de déchets, etc. Ce qui fait que c'est quelque chose pour eux d'assez difficile à appréhender. Et imaginer qu'on va transformer tous ces terrils en une espèce de grand parc système urbain est simplement infaisable de leur part. Donc quelque part, on était coincé entre d'une part des approches trop locales, des approches impossibles, je dirais, par des pouvoirs publics de façon globale. Et l'enjeu est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut partir de ces micro-initiatives et les mettre en perspective et imaginer qu'elles sont le début d'un processus qui, au final, a une ambition et potentiellement un impact à l'échelle de l'ensemble de ce système de terrils. Et pour appréhender ce patrimoine-là, cette sorte de capital spatial, on pourrait dire, les approches traditionnelles top-down et les approches traditionnelles bottom-up sont toutes les deux incomplètes ou pas complètement efficaces. Et ce modèle des communs permet de penser un mode d'action qui soit juste et qui soit fécond par rapport à ce type de situation. Le concept de commun, on pourrait le résumer comme une pratique qui essaye d'associer trois grands types de choses. D'une part, une ressource. Alors classiquement, on connaît les exemples, l'eau comme une ressource, les connaissances comme une ressource. Ici, on essaie de montrer qu'à un moment, des séries d'espaces, un capital spatial pouvait être considéré comme une ressource capable de supporter toute une série d'autres choses. D'autre part, une collectivité, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui traditionnellement sont considérés uniquement comme des acteurs privés, individuels, mais qui ici, à la différence, se comportent comme un groupe qui justement se porte à la fois usager et responsable de cette ressource. Et puis troisièmement, une institution, c'est-à-dire simplement une sorte de formalisation, un ensemble de règles qui reconnaissent que cette collectivité, en étant responsable de cette ressource, répond à des enjeux d'intérêt public et donc à ce titre-là mérite d'être soutenue, au moins formellement, légalement, voire financièrement, par des pouvoirs publics. Donc le modèle, il offre une sorte d'alternative entre d'une part des grandes actions à grande échelle, mais qui souvent sont déconnectées de la complexité de tout ce qu'on peut trouver comme le territoire, et d'autre part des micro-actions qui essayent de répondre à des situations hyper particulières, mais qui ne permettent pas de voir en quoi ces petites choses sont capables d'avoir un impact à plus grande échelle. Si maintenant on veut essayer de mettre ça en place et de favoriser l'émergence de ces communs, il faut mettre en place une méthodologie spécifique, ici qu'on a proposée en ciblant 5 étapes, le relevé d'indices, la cartographie et l'objectivation des enjeux, la mise en place de prototypes, la réflexion sur les règles de duplication de ces prototypes, et puis la mise en place d'un récit qui permet de communiquer, de débattre de toutes ces choses-là avec un public plus large, qui peut être cette future collectivité en charge de la ressource.
La première étape, c'est ce qu'on appelait l'étape des indices, c'est-à-dire arriver à montrer dans des exemples très concrets comment est-ce que l'enjeu se manifeste. Alors, ça peut être une photo, ça peut être une interview, ça peut être un article de presse, ça peut être une série de choses, mais des petits exemples très concrets qui montrent qu'il y a un territoire sur lequel un enjeu se joue et sur lequel on a besoin que des groupes se manifestent pour arriver à faire face à cet enjeu. Donc l'enjeu, cette première étape, c'est vraiment faire exister la question. Deuxième étape, c'est ce qu'on appelait la cartographie. Et là, l'enjeu, c'est plutôt d'objectiver cette question. C'est de dire, bah oui, on a observé un phénomène, où est-ce qu'il a lieu, en quelle quantité, comment. Donc ce sont des cartes, ça peut être des données, ça peut être aussi des séries d'enquêtes auprès des habitants qui permettent simplement d'objectiver à la fois ce capital spatial, ce capital social et les enjeux qu'il y a à faire fonctionner ces choses-là ensemble. La troisième étape, c'est ce qu'on appelait l'étape du prototype, c'est-à-dire qu'à un moment, pour ne pas se laisser submerger, on pourrait dire, par la complexité de la question, par l'importance des enjeux ou la difficulté de les appréhender, il est important très vite de montrer qu'il est possible d'avoir des actions concrètes qui permettent d'agir sur ce sujet. C'est ce qu'on appelait des prototypes, donc des exemples d'actions qui à la fois sont très locales, peuvent être faits à court terme avec les moyens disponibles, mais qui en même temps peuvent être vus comme les germes, comme les premiers jalons d'un processus de développement à plus grande échelle, donc des expériences qui sont capables d'être répétées sur un territoire plus vaste. Alors, par exemple, dans le cas des terrils de Charleroi, on avait proposé une lecture assez simple des terrils, qui était de dire un terril, c'est un sommet, des pentes, un espace au pied, et puis des réseaux qui s'étendent plus profondément dans le tissu urbain. Et là, les étudiants ont simplement chaque fois montré des actions qu'on pouvait faire qui permettaient de valoriser ces quatre types de conditions. Donc, par exemple, sur les sommets, un groupe d'étudiants a monté un sofa et s'est installé là en haut, simplement pour montrer que c'était très simple de mettre en place des dispositifs qui permettent simplement de profiter de cette vue exceptionnelle qu'on est là en haut. Sur les pentes, par exemple, un groupe d'étudiants a construit des escaliers, a expérimenté la construction d'escaliers, et a pris conscience de la difficulté. Est-ce que c'est difficile, pas difficile de monter? Est-ce qu'on arrive au sommet, oui ou non? Qu'est-ce qu'on découvre en chemin? Parfois, ils sont arrivés dans des impasses. Ils ont découvert des microbiotopes qui les ont fascinés. Et voilà, cette expérience permettait de raconter qu'est-ce que c'est que d'être sur les pentes d'un terril. Sur les pieds, par exemple, un groupe d'étudiants a installé toute une série de grandes nappes de pique-nique en entourant les terrils à la façon des œuvres de cristaux qui entourent des îles, en disant à la fois on va essayer de valoriser la monumentalité de cet objet terril, et en même temps, au pied des terrils, on est au bord des quartiers, on a envie d'un espace public sur lequel on se rencontre et où, par exemple, on peut organiser des pique-niques. D'autres étudiants, par exemple, avaient récolté tous les déchets qu'on retrouve là au pied, avaient fait des séries de sculptures avec ça pour montrer comment ce qui était un problème pouvait devenir une ressource pour aménager les lieux. Et puis, à plus vaste échelle, une des propositions, par exemple, était un groupe d'étudiants qui s'était intéressé au métro aérien de Charleroi. Donc, on a un métro qui est une série de stations de métro qui sont en hauteur et qui peuvent être interprétées comme des balcons sur les terrils. Donc, les étudiants avaient simplement proposé de renommer les stations de métro en fonction des terrils visibles et de faire quelques installations signalétiques qui concrétisent la relation entre ces stations et ces terrils. Donc, au travers de toutes ces petites expériences concrètes, l'idée était vraiment de montrer qu'il est possible de faire des petites actions tout à fait réalistes, mais qui peuvent être vues comme les premiers jalons d'un développement plus ambitieux à l'échelle de l'ensemble de la chaîne des terrils. Le point suivant, une fois qu'on a mis en place ces prototypes, c'est d'essayer de voir justement comment est-ce qu'ils peuvent être dupliqués, comment est-ce qu'ils peuvent être répétés. C'est l'étape de ce qu'on appelait les règles. Et là, généralement, elles se sont fondées plutôt sur un débat avec les différentes personnes, avec cette collectivité potentielle qui pourrait prendre en charge cette ressource commune. Et donc la question est de voir comment, à partir des actions communes, on peut dire, on peut essayer de comprendre si c'est ça l'enjeu, qu'est-ce qu'il faut autoriser, qu'est-ce qu'il faut refuser, qui doit le faire, comment, avec quels moyens, dans quel ordre, etc. Donc c'est essayer de jeter les bases en fait, d'une future institution, mais à partir d'actions très concrètes, pas dans l'abstrait, pas des règles, pas des grandes chartes abstraites, plutôt à partir de potentiels d'actions très concrets. Et la dernière étape, c'est de rendre ça public, c'est de faire de ces expériences un récit qui peut être communiqué à un public qui dépasse le public
je dirais, spécialistes, des urbanistes, des architectes, éventuellement des sociologues, etc. Et là, généralement, on l'a fait sous différentes formes, par exemple sous la forme de petites publications qui reprennent des images, simplement, des images qui parlent, des images qui parlent des ambitions, des envies, des histoires qu'on a envie de raconter autour de ces lieux-là, ou sous la forme d'expositions, notamment une exposition faite de vidéos montées par les étudiants qui simplement communiquent cette envie d'agir et en même temps donnent des indications sur comment faire pour agir concrètement. L'architecte urbaniste a un rôle à jouer dans l'émergence de ces communs. Il peut apporter quelque chose de spécifique, et notamment 3 compétences fondamentales. Une qui est cette capacité de transversalité, cette capacité à aborder les différents aspects de la problématique et les synthétiser au sein d'actions très simples et très concrètes. 2, en termes de design, c'est cette notion de type et de panorama des types d'actions possibles. Comment est-ce qu'une petite chose peut anticiper un développement à plus grande échelle? Quels sont les types d'actions possibles? Et comment est-ce qu'on peut décider collectivement des pistes qu'on va explorer? Et puis troisièmement, cette capacité de communication qui est vraiment essentielle pour arriver à mettre en place une collectivité et aller vers une action commune.